Bonjour à tous, bienvenue dans le grand direct Lumière sur la CEP. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour une série de 3 émissions qui sont en direct, comme je viens de le dire. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir du coup recueillir toutes les questions que vous allez nous poser pendant le Facebook Live, également sur notre site internet. Et à la fin de l'émission, on va pouvoir en parler. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de la sclérose en plaques. Donc c'est une maladie qui touche plus de 100 000 personnes en France. C'est une maladie neurodégénérative. Et finalement, elle va se manifester par poussées qui vont apporter des symptômes qui seront différents selon la personne. Ça peut être soit par rapport à la mobilité, soit par rapport à la vue. On peut également avoir de fortes douleurs, des troubles sensoriels. Ça dépend vraiment de la personne. Et donc aujourd'hui, dans cette émission, qui est organisée justement à l'occasion de la journée mondiale de la CEP, qui sera très bientôt, par les laboratoires Roche, par l'ARCEP, l'UNICEP et la Compagnie des aidants. Et donc pendant cet événement, on va pouvoir parler de toutes les choses que l'on peut mettre en place au quotidien pour améliorer sa vie. Donc vous voyez que je suis très bien accompagnée d'intervenants. Ensemble, on va discuter des challenges, des défis. Et oui, quand on a la sclérose en plaques, eh bien, il y a plein de petits défis qu'on se lance au quotidien déjà, donc pour réussir donc à améliorer sa vie. Et puis également, ça peut être des grands challenges. Je vous dis pas tout, mais il y a certaines personnes parmi nous qui se sont lancées des grands challenges et qui, grâce à ces grands challenges, eh bien, ont le cœur qui bat et ont toujours le sourire aux lèvres. Alors, je vais vous parler des intervenants qui sont autour de moi. Donc, sur ce plateau, on a la chance d'avoir 3 patients qui viennent nous parler de leur expérience. Donc, il y a Annie Cerezo, patiente ambassadrice de l'ARCEP. Bonjour. Bonjour. Géraud Payot également qui s'est lancé un défi top secret, pas que je le dise tout de suite. Bonjour. Bonjour. Également Corinne Raspic. Bonjour Corinne. Bonjour. Et on a également la chance d'avoir avec nous Dr Cécile Donzé. Donc vous êtes spécialisée dans la médecine physique et la réadaptation fonctionnelle. C'est bien cela. C'est bien cela, j'ai tout juste. Également, eh bien, on a la chance d'avoir avec nous Claudie Culac. Vous êtes la présidente de la Compagnie des aidants. Bonjour à tous. Bonjour. C'est vrai que c'est très important également les aidants au quotidien pour soutenir les personnes qui ont envie de se lancer ces petits défis. Alors, on va commencer cette émission en apprenant à connaître un petit peu mieux Annie, Géraud, Corinne également. Peut-être qu'on peut débuter par Géraud, si Oui. vous le voulez bien. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quand est-ce que vous avez été diagnostiqué ? Alors donc j'ai été diagnostiqué en 2004, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant. Depuis, beaucoup de choses ont changé, puisque comme toujours, pour tout le monde, c'est une rupture assez importante. Et les derniers changements en date qui ont vraiment provoqué un changement de vie chez moi, c'est en 2017 où j'ai été obligé d'arrêter de travailler et donc de trouver des moyens pour rebondir et démarrer une nouvelle vie en fin de compte. Et quel était votre métier ? Je travaillais dans l'industrie à stratégie de grands groupes. D'accord. Voilà, industrielle. Et donc vous avez dû repenser, réfléchir à ce que vous aviez vraiment envie de faire ? Oui, complètement repenser la vie. Dans les choses qui m'ont vraiment donné envie de rebondir, il y a l'entourage, la famille. On en parle souvent, mais c'est vrai que c'est très important. Et moi, ça a été la première chose qui m'a vraiment motivé pour rebondir. Et puis, j'avais aussi envie de mettre en place un certain nombre de projets, donc aussi bien de l'associatif, où j'ai repris une association. Et puis, je travaille aussi sur des projets d'éducation thérapeutique des patients. Et puis, je mets en place, on va en reparler sûrement, des défis un petit peu sportifs. D'accord. Et cette association, vous pouvez nous en parler peut-être ? Oui, alors c'est une association qui s'appelle CEP Rhône-Alpes Dauphiné, qui est basée à Grenoble. Et donc, l'objectif, c'est d'aider les personnes à mieux vivre avec la sclérose en plaques en organisant des activités, que ce soit des activités sportives, yoga, qigong, des sorties culturelles, ainsi de suite, des bons moments ensemble. Et on a une particularité, c'est que l'entourage est très important et on va en reparler. On propose aux gens de l'entourage de venir passer un moment avec nous, avec les personnes, passer un bon moment, participer aux activités. Donc inclure les aidants justement dans les challenges que se lancent les sépiens, comme on les appelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire peut-être qu'est-ce qui a changé pour vous justement depuis 2017 ? Est-ce qu'il y a des symptômes qui ont un petit peu changé votre quotidien ? Alors, il y a une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de travailler, c'est à cause des troubles cognitifs, donc problèmes de concentration, problèmes de mémoire, et comme je dis toujours, le reste, je ne m'en souviens pas.
C'est une jolie façon de le dire. Alors surtout, eh bien, donc, merci beaucoup, hein, Géraud, déjà pour cette petite introduction. Vous, n'hésitez pas, si vous nous regardez à la maison, si vous êtes au travail, bref, si vous êtes en train de nous regarder, vous pouvez poser vos questions directement sur le Facebook Live, également sur notre site internet. Si vous avez des petits commentaires également à nous faire parvenir, n'hésitez pas. Vous avez peut-être la sclérose en plaques, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Dans tous les cas, votre avis nous intéresse. Alors, je vais m'adresser maintenant à Corinne, Raspic. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous êtes également atteinte de la sclérose en plaques. Est-ce que vous pouvez nous parler justement, déjà de quand est-ce que vous avez appris le diagnostic? Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? En fait, c'est en mai 2012 que ma vie a basculé. Donc là, j'ai perdu la vue en 48 heures. Donc ça a été vraiment très très compliqué pour moi parce que du jour au lendemain, on apprend qu'on ne peut plus voir correctement. Donc là, j'étais dans le noir complet avec l'œil gauche, l'œil droit commençait à être atteint. Donc pour moi, c'était très compliqué parce que là, la vue, c'est essentiel pour travailler, c'est essentiel pour tout. Donc ça a mis pratiquement 18 mois à revenir, la vue, suite à des traitements lourds. Donc suite à une poussée, oui. Vous avez eu ce symptôme et qui s'est atténué ensuite. En fait, je ne savais pas au départ que c'était une poussée, puisque j'ai atterri aux urgences. Et là, grande découverte, on ne savait pas ce que c'était exactement. Et lorsqu'il y a eu différentes, on va dire, examens, et là, le couperet est tombé. Et donc, au bout de 18 mois, j'ai quand même réussi à reprendre, on va dire, un peu, parce qu'en fait, j'ai eu quand même mai 2012, et ensuite, en juillet 2012, j'ai refait une autre poussée sur l'œil gauche, où là, j'avais récupéré un peu la vue. Et en juillet, c'était pareil, j'étais dans le noir complet. Vous l'avez à nouveau perdu. Tout à fait. Donc là, ça a été très, très lourd. Parce que, on commençait à revoir, et puis d'un seul coup, on ne voit plus rien. Là, panique à bord. Voilà. Et ensuite, en 2014, là, j'ai eu le côté gauche atteint, c'est-à-dire que ma mobilité du côté gauche a été moindre. Et puis, ça s'est présenté comme une hémiplégie. Ma jambe gauche ne voulait plus marcher, mon côté gauche ne voulait plus marcher. Et là, récemment, donc en mars 2019, j'ai fait une autre poussée. Voilà. Donc, c'est compliqué. Parce qu'il faut se battre toujours. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé pendant la préparation. Vous êtes malgré tout une femme qui est très active. Ah oui, oui, oui. Avec un mental incroyable, un mental d'acier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous faites à chaque fois pour tenir le coup et puis finalement pour rebondir? Tout simplement, déjà, moi, je continue à travailler, il faut le savoir. Donc ça, je n'ai pas arrêté. Vous pouvez nous parler de votre métier? Oui, alors là, je suis comptable, donc on a vraiment besoin de ses yeux. C'est vraiment un gros souci. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis 18 mois à reprendre, parce que je voyais rien. Donc sans les yeux, on ne peut pas travailler. Donc voilà, donc j'ai mis 18 mois pour reprendre. Donc après, j'ai repris. Et donc effectivement, ça a été très, très compliqué. Parce que moi qui avais une activité quand même, on va dire, activité très très active, je suis plutôt en fait une hyperactive. Donc vous chantez également. Voilà, j'ai toujours pratiqué en fait la musique. Voilà. Donc il faut savoir une chose que lorsque j'ai eu le verdict et puis malheureusement entre guillemets et heureusement, on prend un autre virage dans notre vie. Et j'ai toujours donc pratiqué la musique, toujours pratiqué le chant. Vous avez continué. Voilà, en dilettante, je précise. Et là, je me suis dit, je vais prendre plus de temps pour le faire. Plus de temps pour faire ce que vous aimez. Tout à fait. En fait, je pense qu'il faut le dire à tous. C'est pour ça que je dis qu'il y a un bien et un mal, parce que ce bien, en fait, ça nous oblige à avoir une autre vision de notre vie. Et en quelque part, c'est aussi pour nous dire, nous, c'est bien, écoutez, ce que vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui, mais voyez ce que vous pouvez avoir demain. Et je pense que là, c'est vraiment... Il faut le dire à tous et à tous, parce que il faut continuer. La vie, elle continue et c'est merveilleux parce que, en fait, chaque petit pas est une victoire. Et cette victoire, elle est extraordinaire. Alors, on parlait justement de ces petits pas. C'est vrai que... donc, vous n'aviez pas envie qu'en introduction, on parle tout de suite des grands challenges que vous vous êtes lancés, parce qu'avoir la CEP, c'est aussi être au quotidien en train de se battre, en tout cas de garder le cap pour réussir à faire toutes ces petites choses qui deviennent parfois un petit peu plus compliquées.
on peut, je pense, ça y est, quand même lever le voile sur les challenges que vous êtes lancés. Ça inspire également des gens qui vous regardent. Par exemple, Géraud, est-ce que vous pouvez nous parler du défi Grand Arctique? Oui, alors j'ai créé... Grand Arctique. Ouais, Arctique. Défi Arctique, défi 80e parallèle nord. Il y a 2 ans, quand j'ai arrêté de travailler, j'ai fait un premier défi que j'ai appelé Aventure Hustive, H-U-S-T-I-V-E, H-U pour humaine et Steve pour sportive, où j'ai fait Paris-Marseille en kayak pour aller à la rencontre des malades et leur dire ne lâchez rien, faites des choses, vivez, faites des choses qui vous font plaisir et allez-y, avancez, quoi. Et ça s'est tellement bien placé d'un point de vue humain que j'ai eu envie de faire découvrir des projets comme ça à d'autres malades. Et donc, on a monté un projet qui s'appelle Aventure Hustive 2, où on va partir le 28 juillet pour essayer de passer le 80e parallèle nord dans l'Arctique en kayak. C'est-à-dire qu'on sera tout au haut dans l'Arctique, à 1000 km du pôle Nord, et on va être, et c'est quelque chose de très important, une personne handicapée avec une sclérose en plaques et invalide dans chaque kayak, parce que c'est tous ensemble, handi plus valide, qu'on peut aller au bout du monde. Et c'est vraiment ça notre message, c'est ayez des projets, faites des choses ensemble, et on rejoint la notion aussi d'aidant, d'entourage, ainsi de suite, et que quand on se fait aider, on peut aller beaucoup plus loin. Très souvent, au début de la maladie, on veut se débrouiller tout seul et tout. Montrer qu'on est autonome. Montrer qu'on est autonome, et c'est ce que j'ai appris avec Aventure Hustive 1, c'est qu'il y a plein de gens qui sont là, qui sont prêts à nous aider, et que parfois, il faut aussi s'appuyer sur ces personnes-là, et ensemble, on fait des choses Il faut fabuleuses. les laisser prendre notre main. Alors Annie Cérezo, donc vous êtes patiente ambassadrice de l'ARCEP. Est-ce que vous pouvez également nous parler un petit peu de votre parcours? J'ai un parcours qui est un petit peu atypique parce que moi j'étais ingénieur commercial dans une entreprise américaine, donc j'ai appris la bagarre, c'est vraiment le terme. Quand on est dans une entreprise américaine, on n'a pas tellement le choix, on doit se battre et on doit être des winners. Et finalement, ça m'a servi après parce que lorsque je suis tombée malade, eh bien, j'avais en moi déjà cette force de combat. Ce mental. Ce mental de gagnante, et je me suis dit, tu ne vas pas rester comme ça, à te lamenter toute ta vie. C'est ce que je me suis dit. Alors, effectivement, quand on a un diagnostic qui tombe, c'est brutal. C'est vraiment terrible parce qu'il faut énormément de moyens pour rebondir. Donc, il faut, premièrement, la résilience, l'acceptation. C'est la première étape, C'est l'acceptation. la première étape, l'acceptation, avoir une famille qui vous entoure et qui est aimante. Et on a les moyens de se battre vers quelque chose. La sclérose en plaques ne se guérit pas, mais on soigne les symptômes. Donc ça, c'est déjà un avantage aujourd'hui. Parce qu'il y a 30 ans, quand j'étais malade, quand je suis tombée malade, il n'y avait aucun médicament, on n'avait rien à nous proposer. Aujourd'hui, nous avons des panels de traitement. Pour toutes les personnes qui sont diagnostiquées aujourd'hui, il y a un médicament, quelque chose qui est proposé. On ne va pas forcément en rentrer en détail dans la partie traitement, mais effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, on ne traite pas, on n'aborde pas une sclérose en plaques comme c'était le cas avant. Et donc, vous avez dû vous battre. Comment est-ce que vous avez fait pour... parce que c'est aussi une maladie où le mental compte. Et où finalement, quand on peut un petit peu apprivoiser la maladie, vous Exactement, pensez... je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai réfléchi très vite parce que ça va très vite. Je me suis dit que j'avais qu'une seule vie à vivre, malade ou pas malade. J'ai qu'une vie à faire, donc il fallait que je la fasse. Et il faut que je la fasse et je la fais tous les jours. Et donc là, à partir de ce moment, j'ai agrandi ma famille. Voilà, j'avais le bon spécimen pour agrandir ma famille, mon mari qui est extraordinaire. Je rigole parce que c'est quand même beau d'avoir quelqu'un à vos côtés, oui. Quand vous êtes malade, d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et donc, on a pris la décision d'agrandir la famille. Il faut savoir qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir d'enfants. J'ai été une des premières femmes diagnostiquées et j'ai eu 2 enfants, deux aujourd'hui qui sont grands, deux grands enfants. Donc, ça a été le premier combat. Ça a été ce premier combat, ça a été ça. Et ensuite, je me suis dit... Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut te donner un sens. Et j'ai trouvé un sens dans ma vie, un autre sens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers la recherche pour demain, parce que la recherche est essentielle quand on est malade. L'espoir de guérir un jour est là. Il nous porte tous les jours. Quand vous parlez de la recherche, vous parlez donc des associations Absolument. Qui cherchent des solutions pour améliorer la vie des personnes qui ont la CEP. Pas que ça. Moi, je n'ai pas pensé à des personnes qui allaient m'aider à accepter ma maladie, on va dire ça entre guillemets. J'ai cherché surtout, je suis rentrée surtout dans une fondation à qui j'ai donné mes moyens, à qui j'ai donné la possibilité d'utiliser mes facultés professionnelles pour aller chercher justement des fonds pour pouvoir financer la recherche. Financer la recherche. Exactement. Pour moi, c'est le sens de ma vie. Parler de la maladie, sensibiliser sur la maladie,
dire ce qu'il est possible de faire et pas faire, aider les jeunes personnes qui sont diagnostiquées aujourd'hui et les encourager à aller de l'avant, aller loin, voir loin, ne pas regarder en arrière, mais voir devant. Voilà ce que j'ai fait. C'était les Ça, premières parties. c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous donne envie de vous battre tous les jours, de savoir que c'est utile ce que vous faites. Oui, tout à fait, c'est être utile parce que donner de soi, le don de soi, c'est quelque chose d'exemplaire, c'est quelque chose qui vous rapporte quelque chose à vous-même. C'est pas le miroir qui est face à moi, mais c'est la force que moi je donne qui m'est redonnée finalement. Et donc c'est une boucle et ça marche très bien. Félicitations en tout cas pour votre engagement qui change les choses et qui change également des vies tout simplement. Corinne, on va peut-être revenir un petit peu sur votre parcours. Donc vous nous disiez que vous chantiez, déjà vous êtes chanteuse lyrique et vous vous êtes dit je vais m'investir davantage dans ma passion. Vous avez d'ailleurs participé à l'émission Incroyable Talent. Ensuite, donc, vous êtes lancé à un challenge, vous avez participé à un festival dans lequel vous êtes produit, vous avez produit vos propres chansons. Bientôt peut-être un album. Tout à fait. Bon, il est en prévision pour l'année prochaine, on va dire 2020, on prend 2021. Le temps qu'il faut. Voilà, on prend le temps qu'il faut parce que c'est pas facile. Effectivement, j'ai toujours chanté, donc j'ai toujours fait du chant lyrique. J'ai toujours aimé la musique. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et je dirais même une chose que, à travers le chant, à travers la musique, quels que soient les malades ou quel que soit, en fait, ça donne un but en soi. Et par en fait le chant, il y a le souffle, il y a la mémoire. Donc voilà, en fait, tous nos problèmes cognitifs. J'ai pas dit qu'ils se résolvaient, loin de là. Mais on entretient ses capacités. On entretient nos capacités et à travers ça, c'est aussi important. Bon, moi, le physique, j'avoue que les défis au niveau du physique, je suis pas physique du tout, donc moi, c'est pas mon truc. Mais ça c'est hyper intéressant de se dire, j'ai envie de me lancer un défi. Ah oui. Si, je peux pas forcément courir un marathon, je peux pas forcément faire une course ou faire du golf, mais peut-être que je peux m'exprimer différemment et faire ce que j'aime vraiment, je pense que... Tout à fait. Et puis aussi, donner de l'espoir aux gens. Parce que se dire qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, on a plein de... Que ce soit malade ou non malade, il faut se donner des objectifs. Et je trouve que dans la société actuelle dans laquelle on est, on a tendance à juste voir ce qui se passe là et on ne voit pas ce qui peut se passer derrière. Les efforts sont grands parce que, comme j'ai dit précédemment, on n'arrive à rien si on ne fait pas d'efforts, ça c'est évident. Mais par contre, les challenges, c'est extraordinaire, voilà, parce que ça nous oblige à avancer. Voilà. Je ne sais pas, comme tout malade, il y a des embûches, on a des embûches de notre pathologie, parce qu'il y a des moments où on est très fatigué, on n'arrive pas à le gérer, on a envie de tout, excusez-moi, je vais prendre entre guillemets, de tout péter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vrai que, bon, moi je reconnais, on a un soutien qui est extraordinaire de la part de notre famille avant tout, que ce soit nos parents, que ce soit également nos frères et sœurs, nos oncles et tantes, et que ce soit également les enfants. Parce que les enfants aussi nous apportent cette espèce d'envie d'avancer. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a aussi tout le soutien que l'on a entre sépiens. Parce que ce soutien-là n'est pas à négliger non plus. On peut s'appuyer dessus, c'est très important. Voilà. Alors j'aimerais peut-être qu'on parle aussi de l'autre pendant, vous avez commencé à l'évoquer déjà, donc que ce soit Corinne, Annie ou Géraud, vous vous lancez des défis qui au quotidien vous demandent beaucoup d'énergie. Est-ce qu'on peut parler peut-être rapidement des obstacles auxquels on peut être confronté et également peut-être comment est-ce qu'on fait pour apprivoiser ses limites, parce que j'imagine que quand on se lance des défis sportifs d'une telle envergure, il faut aussi faire attention à ne pas pousser trop loin peut-être. C'est peut-être pas votre cas aussi, chacun le vit différemment. Si, je pense que... Est-ce que le micro de Géraud fonctionne bien? Soit c'est juste pour vous, Annie. C'est juste le vote, je crois. Donc, oui, pour répondre à votre question, dans tous les projets, je crois que ce qui est bien, c'est que ça nous met en mouvement, ça nous maintient en mouvement, et ça, c'est une dynamique qui est très positive. Après, vous avez raison, sur des gros projets, il faut faire attention à ne pas se cramer, tout simplement, et donc d'adapter un petit peu son fonctionnement. Et dans les choses qui, en tout cas, m'aident beaucoup, c'est le yoga, que j'ai démarré maintenant il y a une dizaine d'années et que j'enseigne aussi, et qui me permet, en faisant 1 heure de yoga tous les matins, de bien me connaître. Et ça, c'est un point important, de bien connaître mon corps, de bien connaître les limites, de sentir quand je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, c'est sans aucun problème, je vais faire une sieste, je vais me reposer. D'accord. Et de me garder des temps dans la journée pour faire ça. Donc, yoga,
repos, bien connaître son corps. S'écouter. C'est vraiment s'écouter. Non, moi, j'ai rien à rajouter. J'ai rien à rajouter. Excuse-moi, Géraud, mais j'ai rien à rajouter parce que c'est tellement vrai ce qu'a dit Géraud. C'est exactement ce qu'on vit tous. S'organiser, s'écouter, se reposer. Voilà, c'est le leitmotiv de notre vie tous les jours. Et s'adapter au quotidien. Le quotidien n'est pas le même qu'hier et ne sera pas le même que demain. Et il faut l'accepter et faire les aménagements. Il faut l'aménager, mais surtout, il faut des tranches de repos et des tranches de vie. Parce que le loisir de la vie, il est là. Et il faut le prendre. Ce qui donne envie. Exactement, ce qui donne envie. Si j'ai un repas un soir, je ne vais pas aller me fatiguer l'après-midi. Il faut que je reste physiquement forte pour assumer mon repas du soir. Et j'ai pas honte de dire le soir, si je suis au restaurant, je suis fatiguée, excusez-moi, je vais rentrer parce que je tiens plus. Ou alors décliner un rendez-vous parce que je peux pas y aller, parce que je suis fatiguée. Il faut oser, il faut dire les choses. Il faut justement les dire parce que si on les dit pas, elles ne font plus mal. Disons que c'est pareil, lorsqu'on organise des sorties, essayer d'organiser des sorties, mais en fait se dire, bon, je sors, mais là, je vais faire ça, 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 et ne pas faire des allers-retours sans arrêt. Parce que les allers-retours nous obligent... Il faut bien s'organiser. Voilà, et ça, c'est compliqué parce que... je vais dire au quotidien, quand notamment il y a une famille, c'est pas simple. Ça, par contre, c'est pas simple. Ça, il faut le dire. Alors, n'hésitez pas, surtout vous qui nous regardez, à poser vos questions en direct sur le Facebook Live. Également, si vous avez des petits commentaires pour nos intervenants, peut-être pour Corinne, pour Géraud, pour Annie également, n'hésitez pas. On va maintenant s'intéresser. Alors, bien sûr, vous pouvez, tout le monde peut interagir. Mais je vais demander donc à Cécile Donzé, vous êtes docteur. Est-ce que quand on est face à des challenges quand même de grande envergure, comme un challenge physique, comme celui que Géraud s'apprête à vivre, quelles sont finalement les petites astuces qu'on peut trouver, les petits conseils, comment on peut trouver de l'aide justement pour se sentir bien? Et excusez-moi, je coupe. C'est pas forcément des grands challenges. Si on a une difficulté, par exemple, ne serait-ce que pour le matin se lever, aller prendre sa douche, se faire du thé, comment est-ce qu'on fait pour avoir la force? Alors, je pense qu'ils ont très, très bien répondu et je suis très fière d'eux parce qu'effectivement, ils ont parlé, sans connaître peut-être le terme, d'économie d'énergie. Et donc, ça, c'est super parce que vous avez tout compris. Il faut effectivement, pour gérer cette fatigue, qui est quand même quelque chose de très présent dans cette maladie, apprendre à s'écouter, je l'ai entendu, à connaître son corps. Alors ça s'apprend. Je pense qu'il y a effectivement, le yoga peut être un moyen, mais il y en a d'autres. On peut aussi faire de la méditation, on peut faire de la sophro, on peut faire plein de choses qui peuvent s'apprendre. Et puis, s'octroyer des moments de repos. Alors, c'est pas facile dans notre société actuelle où il faut être beau, jeune, mince, en forme, ça c'est le truc. On a le droit aussi de se reposer. Moi, ça m'arrive dans mon bureau, quand je suis crevée, de faire 20 minutes de sieste et après, je suis d'attaque. Je sais que dans les grandes sociétés aussi, maintenant, dans les grandes entreprises, on propose des moments de repos. Donc, ça a peut-être changé la donne. Mais ça fait partie de ce qu'on appelle l'économie d'énergie. Et c'est bien quand on fait des défis. Et c'est mais c'est aussi important au quotidien, peu, en quelque sorte. Ce qui est très difficile, parce que nous, on fait des ateliers fatigue, des ateliers économie d'énergie. C'est une technique qui existe depuis 25 ans au Canada. C'est une technique en particulier? C'est une technique qui a été évaluée et qui montre son efficacité dans la fatigue. C'est finalement le seul truc qui marche dans la fatigue, pas de médicaments. Et donc, effectivement, nous, on apprend. Ce qui est difficile, c'est pour les personnes d'accepter de changer. Et ça, vous l'avez bien dit, c'est l'acceptation de tout à l'heure, la résilience. Quand on est très, très actif. C'est d'accepter et puis aussi quand même se dire, je ne suis pas feignante. J'ai vu une dame hier, elle m'a dit, ouais, mais je peux quand même pas faire une sieste, enfin, ça se fait pas, j'ai plein de choses à faire. Je dis, mais si, moi je fais une sieste dans mon bureau, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça c'est important, c'est le côté économie d'énergie, savoir préparer un repas, une soirée, un cinéma, un truc. Accepter de l'aide aussi. Et j'ai en souvenir un monsieur qui a quand même, parce que ça fait partie, donc accepter de l'aide d'un aidant, mais aussi d'un soignant. Et effectivement, accepter d'avoir, c'est un monsieur qui est en fauteuil, qui ne marche pas, qui a un fils qui a 5 ans, qui va au foot, et lui, il met 3 heures à faire sa toilette, et il ne pouvait pas aller au foot avec son fils. Donc on lui a appris, on a dit, écoutez, le jour où il y a foot, acceptez qu'il y ait une infirmière qui vienne vous aider, ça ne durera qu'1 heure, et vous irez au foot avec votre fils. Voilà, ou on décale, ou bon. Et c'est vrai que, lui, c'était important pour lui de faire sa toilette tout seul, mais finalement, ça lui cramait, comme on dit tout à l'heure, tout l'après-midi. Donc ça, c'est important. Et son énergie aussi. Donc garder son énergie pour faire des trucs sympas. Donc encore une fois, le ménage attendra. Pas hésiter à recevoir de l'aide. Et accepter l'aide, on en reparlera. Et après, il y a le côté entraînement. On doit s'entraîner.
On ne fait pas un défi kayak là-haut sans s'entraîner. Ça ne s'invente pas. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas y aller. Hein. Je ne suis pas entraînée. Donc, voilà. Et j'adorerais y aller, mais on s'entraîne. Et au quotidien aussi. Hier, j'ai vu une dame, elle me dit « Oh, je ne marche plus beaucoup, mais je marche quand même. » Et elle a une montre connectée. On regarde, elle fait « Oh là, finalement, c'est nul, j'ai fait 184 pas. » Ben oui, 184 pas, c'est nul parce qu'elle est capable d'en faire plus. Et donc, effectivement, c'est inciter les gens à bouger plus, mais pas 1 heure. 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, c'est déjà beaucoup. Et un petit peu à la fois. Il faut quand même, alors, donc il ne faut pas se contenter de ce qu'on peut faire, il faut chercher à pousser un petit peu plus. On peut y aller. Parce que je peux vous dire que nous, on entraîne des personnes et on peut les pousser. Hein. Mon prof de sport dit toujours, les scléroses en plaques ne sont pas en sucre. Donc on peut y aller. On peut les entraîner, c'est possible, pas n'importe comment, progressivement, avec des temps de repos. Mais l'entraînement, qu'il soit pour un défi, pour chanter aussi, parce qu'on s'entraîne, ou pour autre chose, ou pour faire de la peinture, j'en sais rien. Moi, j'ai des patients peintres, enfin, j'ai toutes sortes de personnes. Mais effectivement, on s'entraîne. On s'entraîne, on se repose. Donc l'économie d'énergie et le réentraînement à l'effort, c'est 2 choses très importantes et indissociables. Rajouter qu'on le sent parce que le corps nous parle. Le corps nous dit stop, arrête-toi, tu peux pas aller plus loin. Voilà. Alors repose-toi, diminue. On le sent, on sent l'épuisement dans la sclérose en plaques. C'est ça, je sais pas pour Géraud et Corinne, mais on a des signaux qui arrivent. Moi, les signaux, effectivement, je les vois. Vous les voyez, voilà. Le problème, c'est que j'en prends pas. Voilà. Ah, mais moi, je les sens et je les respecte. Et là, je vais jusqu'au bout. Et souvent, comme ça va. Parce que Corinne, vous me disiez quand même que chaque année, vous partez, vous reposez pendant 3 semaines dans un centre, c'est primordial. En fait, moi, c'est là, cette année, j'ai fait 6 semaines de centre de rééducation. Ça, c'est primordial. Il faut savoir une chose que là, je nomme pas, hein, mais on fait de la kiné. Bon, moi, je fais pratiquement tous les jours de la kiné. Et ça, c'est important parce que c'est aussi mon autonomie. Je sais pas. Bon, c'est un médicament, la kiné. C'est un médicament parce qu'il est mental déjà. C'est-à-dire que travailler, c'est du mental. Faire des efforts sur un plan kiné, c'est du mental. Si on n'a pas le mental, on ne peut pas y aller. On ne peut pas faire, on ne peut pas lever sa jambe, on ne peut pas avancer. C'est ça la kiné. C'est nous donner la force, les moyens d'avancer, de pousser les murs. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas non plus. Tous les malades ne veulent pas en faire. C'est ça qu'il faut le dire aussi. Mais après, il faut peut-être trouver aussi des techniques qui sont adaptées. On parlait aussi de la sophrologie, du yoga, de la méditation, de la relaxation. Ça, c'est des outils qu'on peut utiliser. Ce sont des outils qui sont intéressants dans la mesure où ça permet aux gens de lâcher prise. Et je pense que de temps en temps, ça fait du bien à tout le monde de se dire, je me pose 5 minutes et puis je pense à moi, je respire, je sens mes orteils. C'est tout à fait vrai, ça. Et ça, c'est important. Alors, moi, je teste tout, hein, parce que je ne peux pas dire à mes patients, faites ça si je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai testé la méditation. Ce n'est pas du tout dans mon caractère. Comme vous pouvez le voir, je suis un peu speed. Et je le fais. Et ça dure 5 minutes et finalement, ça change tout. Et c'est accessible à tout le monde. C'est accessible, ça coûte pas cher. Voilà, on peut trouver des moyens de le faire facilement. Je l'utilise en ce qui me concerne au niveau du chant. Parce que lorsqu'on est trop, on va dire, crispé, notre corps, au niveau du chant, ne peut plus chanter. Parce qu'il faut savoir que le chant, ça implique tout le corps. Donc là, si on ne se relaxe pas avant, on ne chante pas. Hein. Ça, c'est évident. Donc c'est aussi important. Il y a le mental, mais il y a aussi le fait de pouvoir en fait détendre nos muscles, parce que ça, on oublie d'en parler, mais on a tous des problèmes au niveau de nos muscles qui se raidissent. Et ça fait partie de notre vie au quotidien. Et donc c'est aussi à nous de se dire, je prends même 5 minutes, même pas, ou des fois ça peut prendre 2 minutes, on ferme les yeux, hop, on se recale, et hop, on est reparti. Et ça, je pense que ce n'est pas uniquement les gens de la sclérose en plaques, mais c'est pour tout le monde. Je vais rajouter un point sur l'aspect kiné. C'est vrai que souvent on fait beaucoup de kiné et par moments on peut en avoir à le bol de la kiné. Ah, ça oui. Oui. Et je pense que ce qui est important dans ce cas-là, c'est de trouver une activité qui permet de se rééduquer, ça peut être le yoga ou autre chose, mais qui permet de faire fonctionner son corps, mais que ça soit dans le plaisir. Et je pense qu'à partir du moment où on est dans le plaisir et qu'on régulièrement on avance, on fait des choses, après on peut revenir à la kiné ou adapter ou avoir des séances avec un kiné et puis entre-temps se
Se gérer soi-même, et je pense que ça, c'est très, très C'est important. complémentaire en fait. Et oui. L'activité physique, qu'elle soit adaptée ou non, mais c'est souvent adapté dans la sclérose en plaques, est complémentaire de la kinésithérapie. Et donc le sport ou l'activité physique, peu importe laquelle, on s'en fiche. Mais effectivement, le sport a un aspect, c'est très très important. Il y a un Et aspect on peut tout faire. soignant alors également. Oui, alors il ne faut pas le vendre comme un traitement, le sport. Je crois que c'est important. Enfin, C'est vous me important direz. de le préciser. C'est C'est pas un important. traitement, non, Ce non. n'est pas un traitement. C'est d'abord un plaisir, parce que vous savez tous, si vous prenez une inscription en mois de septembre dans une salle de sport, vous y allez 2 mois, puis après, c'est comme ça qu'ils vivent, hein, les salles de sport. Donc, il faut faire un truc qui plaît. Donc, nous, les patients, on a beaucoup de patients qui viennent nous voir pour les aptitudes sportives. On suit des sportifs de très haut niveau qui ont des scléroses en plaques, et d'autres qui font juste ça pour le plaisir. Nous, ils arrivent, ils disent, je veux faire ça. Moi, il y en a un qui est arrivé, il a dit, je veux sauter en parachute. Ok, super, on y va. Et on trouve un club adapté, et il a sauté en parachute. Il a même dit, ce monsieur, c'était un jeune, il m'a dit, eh bien, finalement, je suis content d'avoir la sclérose en plaques, parce que grâce à la sclérose en plaques, j'ai sauté en parachute, Et ça, c'est quelque chose chose qu'on que je entend n'aurais souvent. jamais osé. Donc c'est Quelque chose fort. qu'on entend souvent de Voilà. la part de Et patients. c'est le qui nous changement de disent- vie. Enfin, vous parliez changement de vie, autre chose. Après, l'équitation. L'équitation, alors c'est mon sport. Donc effectivement, moi, je mets les patients à cheval. Et ça, là, on a les 2 effets. On a l'effet rééducatif et l'effet plaisir. Et des patients qui m'ont dit, mais enfin, je ne peux pas monter sur un cheval, je vais en fauteuil. Bah si, sur le cheval, Donc, tu c'est vas être comme important moi. vraiment de se Donc, renseigner, de se savoir dire, ce j'ai que envie de- vous voilà. aimez, et également de vous renseigner, savoir est-ce que c'est possible, si j'ai envie de faire de Tout est l'escrime, possible. oui c'est possible, si j'ai envie de faire de l'équitation, oui c'est possible, et pas hésiter aussi à faire des aménagements. Je pense par rapport à, par exemple, Corinne, vous me disiez, donc vous chantez, vous avez des petits troubles parfois cognitifs, des petits soucis de mémoire, Ah oui. vous supportez mal maintenant la luminosité, Oui. vous n'hésitez pas à avoir justement les paroles qui sont écrites devant vous, vous l'assumez. Vos petites lunettes orange, c'est pas que pour le style, Non. c'est aussi justement pour vous protéger, parce qu'il ne faut pas hésiter à faire les aménagements. Alors, on est toujours en direct, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos intervenants. On va passer à la dernière partie de cette émission. Ensuite, on va répondre à vos questions. Claudie Culac, je m'adresse à vous maintenant. Donc, vous êtes la responsable de la Compagnie des aidants, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, j'ai fondé la Compagnie des aidants parce que je me suis retrouvée aidante d'une tante qui était âgée, handicapée, et d'un père atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, il faut savoir que c'est 11 millions de personnes en France qui prennent soin d'un proche fragilisé par la maladie, le handicap ou le grand âge. Alors, ce chiffre peut vous paraître énorme, mais quand on le compare à 20 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, 12 millions de personnes en situation de handicap, vous voyez, c'est pas si énorme. Alors, l'aidant, il est au cœur du parcours de vie de son Mais proche. qui est l'aidant déjà? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on utilise un petit peu à tort à travers. C'était important pour nous de faire un clin d'œil à tous les gens qui aident. Mais qui sont les gens qui aident? Là, on ne parle pas des soignants. Non, là, on parle vraiment, par exemple, moi qui me suis occupée de ma tante âgée, ça peut donc être une nièce, ça peut être une fille qui s'occupe de ses parents. Ce sont aussi 500 000 jeunes aidants qui s'occupent de parents qui sont malades. Donc, vous voyez, ce sont des proches qui prennent soin et qui font à la place de vous des tâches qui sont les tâches du quotidien, on va dire. Et alors, finalement, donc si on a quelqu'un parmi notre entourage qui a la sclérose en plaques, qui a envie de se lancer un défi, en tant qu'aidant, comment est-ce que je peux l'aider au mieux? Alors, il faut savoir que l'aidant, il est au cœur du parcours de vie de son proche et au cœur du parcours de santé. D'accord? Donc, Pardon, vous coupez, il est surtout aimant. alors, vous me le retirez de la bouche parce Et que surtout aimant pour on le est faire. C'est pas toujours le cas, c'est ce que vous Voilà. disiez aussi Alors, pendant la préparation. je suis d'accord. Pour Mais c'est moi, vrai. 90% des aidants sont des aimants et puis les autres, on va les laisser pour l'instant de Des côté. aimants du verbe aimer, hein, pas du verbe aimanter. Hein. Ah, mais ils sont aussi aimantés. les Ils deux. sont Les aimantés. deux, alors. Ils sont aussi aimantés. Mais alors, pour bien accompagner, en fait, il faut aussi prendre soin de soi. Parce qu'on sait que les aidants renoncent ou repoussent, par exemple, leurs Leurs soins, limites. leurs C'est vrai. propres soins. C'est vrai. Ils ne prennent, par exemple, les gynécologues nous disent que quand ils ne voient pas leur patiente pendant 4 ans,
ils savent qu'elles sont aidantes. Voyez. Donc, il est important à l'aidant, s'il veut suivre ce parcours sur le long terme, de prendre soin de lui aussi pour prendre soin de l'autre. Moi, je prends toujours l'image, vous savez, quand vous montez dans l'avion, on vous dit mettez d'abord le masque et après vous le mettez sur le masque. D'abord à l'enfant et après à vous, parce que c'est d'abord... Non, d'abord à vous et après à l'enfant. Voilà, hein. Donc, c'est important de prendre soin de soi si on veut prendre soin de l'autre. Alors, l'aidant, souvent, son problème, c'est à l'annonce du diagnostic. Là, lui, comme vous, hein, il prend un coup. Aussi. Il souffre, bien sûr, mais il va mettre sa souffrance, bien sûr, en sommeil, parce que tout de suite, il se met en ordre de marche. Ah, il faut que je comprenne la pathologie, il faut que je respecte ce que le médecin va me dire, la bonne observance des médicaments, les dates de rendez-vous, etc., etc. Donc, il devient un véritable accompagnant, un véritable co-soignant. Et ça, c'est important que les professionnels de santé et que les malades en prennent conscience, parce que cet aidant, il est essentiel quand le malade va ne plus pouvoir faire certains gestes du quotidien. D'accord. Alors là, on parlait justement de la compagnie des aidants. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des actions qui sont mises en place? À quel moment est-ce que je peux me tourner vers la compagnie des aidants, peut-être pour avoir des conseils, je ne sais pas. D'accord. Alors, nous, on est un réseau social d'entraide et d'échange entre aidants, en fait. On adhère à la compagnie des aidants, on rentre son code postal et après, on va être mis en relation avec d'autres aidants pour échanger. Parce qu'en fait, c'est l'échange de pair à pair. Vous savez, quand j'ai réalisé que j'étais aidante et que j'ai dit à ma prestataire de service à la personne, j'en peux plus, il me faut de l'aide, et que je me suis retrouvée dans un focus group avec d'autres aidantes, j'ai dit, ah ouais, je suis pas toute seule. Oui. Après, j'ai vu qu'on était 11 millions, je me suis dit, ah, là, il y a de la ressource. Faire quelque chose. On doit pouvoir s'entraider, on doit pouvoir partager aussi nos bonnes expériences, nos bonnes pratiques, votre époux. Voilà, votre époux, vos proches, eux aussi, ils ont acquis des compétences. Et ces compétences, eh bien, on peut tous en bénéficier. Et les partager. Donc concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Par exemple, si je suis aidant, que je fais la connaissance d'une autre personne qui est aidante, peut-être que je peux veiller sur la personne non, je vais surtout, en fait, si vous voulez, je vais surtout, par cet échange d'expériences, de bonnes pratiques, aussi prendre du recul par rapport à moi-même en tant qu'aidant. C'est-à-dire me dire, je ne suis pas seule, finalement, on est 11 millions à prendre soin d'un autre. Donc, je vais pouvoir déculpabiliser aussi, parce que vous savez, c'est incroyable. Les aidants qui sont des aimants sont aussi très culpabilisés. Ils ont toujours l'impression de ne pas en faire assez. Hein, et si j'avais su, et j'aurais pu faire mieux, et si on me l'avait dit, etc. Donc là, maintenant, c'est terminé. Vous pouvez échanger entre vous. Et du coup, ça donne des aidants plus forts pour affronter les moments difficiles auprès de vous, en fait. Et la culpabilité n'est pas aussi qu'avec les aidants, elle est aussi de notre part. Puisque nous, on se culpabilise aussi en tant que sépien. Oui, en tant que sépien, et de pouvoir faire des choses. Ça aussi, c'est compliqué. Oui. J'ai un peu honte, mais là, enfin honte, non. En fait, là, au mois de mars, comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'accepte en fait de l'aide par rapport à quelqu'un qui viendra donc s'occuper de moi à la maison. Et ça, je n'ai jamais accepté depuis le départ. Vous voyez, Corinne, c'est très important ce que vous dites, parce qu'un aidant, il doit se faire aider et il doit aussi faire comprendre à la personne qui l'aide qu'il peut y avoir une tierce personne qui vient au domicile pour aider, une auxiliaire de vie, un kiné, enfin tout un tas de professionnels. Il faut rester ouvert finalement, voilà. Que ce soit l'aidant ou la personne. Parce qu'on se rend compte que 80% des soins sont prodigués par les aidants. Alors que ce n'est pas à eux à les faire, il y a des professionnels qui sont là. Parfois, parce que le proche ne veut pas qu'un tiers rentre à la maison, pour un tas de raisons. Et moi, je dis, écoutez, il y a un moment où il faut que la personne malade accepte de se faire aider par un tiers. Pourquoi? Pour garder cette relation d'époux à épouse, de fille à mère. Pour préserver finalement le lien initial, qu'on ne devienne pas juste un aidant. J'ai une petite question quand même, on va, donc avant de terminer cette émission, ensuite vous restez avec nous, bien sûr, on répondra à vos questions. Une petite question peut-être pour conclure. On parle aussi des choses qui fâchent. Quand il y a une situation qui devient un petit peu conflictuelle entre l'aidant et le patient, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la bonne marche à suivre? Même si j'imagine qu'on ne peut pas généraliser.
Eh bien, il faut se faire aider évidemment par les professionnels qui sont autour de nous. Ça peut être à l'hôpital avec les professionnels de santé, les infirmières qui sont formidables. Peut-être aussi avoir recours à un psychologue qui peut remettre un peu d'harmonie dans la relation. En Mettre tous les les choses cas, à plat. voilà, il ne faut pas rester seul. Sinon, à ce moment-là, l'aidant devient maltraitant par rapport à son proche fragilisé. Donc, il ne faut pas en arriver là. Et pour ne pas en arriver là, il faut se faire aider. D'accord. Alors, parmi nos super intervenants qui étaient avec nous aujourd'hui, est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose avant justement qu'on passe à la partie des questions-réponses? Au niveau des aidants, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, parce que c'est quand même des gens aussi, c'est des piliers pour nous. Ça, on oublie de le dire, mais c'est nos piliers. Sans eux, en quelque part, on se sentirait démunis. On a besoin d'eux, et eux ont besoin de nous pour se sentir utiles. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Moi, je rajouterais quelque chose, c'est que on a, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai la chance d'avoir une femme et des filles qui soutiennent énormément. Et je pense qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas cette chance d'avoir un entourage proche pour les aider. Tout à fait. Et c'est là où je pense que les relais associatifs Voilà, c'est ce que j'allais vous est dire. quelque chose de très très Exactement. important et qu'il faut surtout pas hésiter à pousser la porte des associations Oui, parce que c'est un bon moyen de garder un lien social, de passer des bons moments, de vivre. Et je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Puis il y a les réseaux aussi au niveau régional, peut-être vers lesquels on peut se retourner. Oui, vous avez bien évidemment dans votre ville le Centre communal d'action sociale, le CCAS. Il y a un tas de personnes ressources qui sont là à la disposition des aidants et des aidés. Et merci, évidemment, les associations font un travail remarquable sur les territoires. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux. D'accord. Alors, eh bien, on va faire un petit jingle, juste quelques secondes, et puis on va passer à la partie justement dans laquelle on va répondre à vos questions. C'était le grand direct Lumière sur la 7. À tout de suite. J'ai juste envie de boire. C'est mon Il fait très chaud. Hein. Ouais, ça, Il oui. fait vraiment. Bon, rien. Ah, ça y est, les petites questions. Merci beaucoup. Donc, on va faire sans le jingle. Bon, on reste tous ensemble, ça tombe bien. Alors, j'ai une question. La sclérose en plaques touche-t-elle les muscles respiratoires? Oui. Alors, je vais répondre. À moins que... voilà. Je vous en prie. En fait, il faut savoir que le cerveau et la moelle, qui sont les cibles malheureusement de cette maladie, commandent tout dans le corps. Donc évidemment, on peut avoir une atteinte des muscles respiratoires. Quelles vont être les conséquences? Quelles vont être les conséquences? C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un essoufflement en fait à l'effort. Alors l'essoufflement à l'effort peut être de deux ordres, soit une désadaptation cardiovasculaire parce qu'on bouge moins et parce qu'effectivement on est moins en forme, ou alors le fait que les muscles inspiratoires qui permettent d'inspirer et d'expirer vont être un peu affaiblis, comme les muscles des jambes ou des bras. Ça se rééduque sans aucun problème, avec des effets tout à fait positifs. Donc on a, comme la rééducation locomotrice pour les jambes ou les bras, on a des techniques de rééducation respiratoire qui sont faites par les kinésithérapeutes. C'est par les kinés. Ou bien, de façon simple, nous, on donne des exercices à faire d'auto-rééducation pour les muscles respiratoires. Et il faut le faire très tôt. Il ne faut pas attendre. D'accord. Vous vouliez dire quelque chose peut-être, Annie Cerezo? Je pense, moi je l'ai vécu personnellement, j'ai eu ce qu'on appelle des troubles de la sensibilité profonde et j'ai eu ce qu'on appelle le carcan. Un carcan, c'est un corset, quelque chose qui vous serre au niveau de l'abdomen et jusque sur la partie pulmonaire. Et donc on a le sentiment d'étouffer en permanence et c'est terrible à vivre parce que vous êtes dans un étau qui serre. Voilà, on est en train de serrer le corset, on serre. Il n'y a pas de souffle. Et Le donc souffle, on s'étouffe, on a le on s'étouffe. Donc c'est pour ça que le cerveau, finalement, le cerveau et le ventre marchent ensemble, parce que notre intestin aussi marche avec notre tête. Il ne faut pas rêver, mais c'est vrai. On dit toujours que c'est Deuxième cerveau. le deuxième cerveau. Le deuxième cerveau, exactement. Donc moi, j'ai eu ce trouble qui a été très sévère, mais qui m'a appris que le souffle était effectivement comme Corinne. J'ai fait aussi du chant lyrique parce que la respiration, pour moi, le souffle, c'est la vie, et c'était majeur pour moi. Et donc, Respirer par le chant ventre, vous a aidé. absolument, prendre la respiration, la bloquer au niveau de mon ventre, comme quand on fait des abdos, finalement, quelque part, et ça sort comme ça. Mais c'est ça la vie.
D'accord. Et on souffle et la apprend, vie. on Et on apprend aux patients à respirer. Parce que, enfin, absolument. il n'y a pas qu'aux patients d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui respirent très mal quand on fait du chant, on le sait. Et effectivement, juste apprendre à bien respirer par le ventre, déjà, ça aide beaucoup. D'accord. Ça, Bah, je merci pense pour que le votre, kinésithérapeute est vraiment la personne. D'accord, se tourner vers se son tourner vers le kiné, n'hésitez pas. kinésithérapeute. Donc si ça vous concerne, merci surtout pour toutes vos questions. On va continuer la liste des questions. Comment aider ma mère atteinte depuis 5-7 ans à se donner des challenges? Elle ne veut rien faire. Alors, les challenges. Effectivement, ça vient de soi, avant tout. Je ne sais pas ce qu'elle en pense. Mais aussi, c'est des petites victoires. Il ne faut pas non plus se donner des énormes challenges. Aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, effectivement, le quotidien est aussi un challenge. De préparer son petit déjeuner, c'est un challenge. De prendre sa douche, c'est un challenge. De mettre ses chaussures toute seule, c'est aussi un challenge. Et c'est des combats, entre guillemets, j'aime pas le mot combat, parce que ce mot-là est trop dur. Mais se donner en Des fait petites victoires. les petites victoires. Et les célébrer peut-être à chaque fois. Oui, c'est ça. Et se dire, oh, c'est merveilleux, aujourd'hui j'ai pu ça, j'ai pu faire ça. Ben, tu vois, je me dis, c'est beau. Alors donc toi, tu te dis, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me faire plaisir? Se donner du plaisir à chaque fois que l'on est, quand on fait une petite victoire. Et Et savoir... ça motive, et peut-être comme une Ah, petite oui. gymnastique. Et après, on peut peut-être avoir des projets qui nous tiennent encore plus à cœur. Tout à fait. Jérôme, vous vouliez dire quelque chose? Je pense que c'est bien d'avoir un bel objectif. Et par contre, on peut avoir l'impression d'être en bas de la montagne et se dire c'est juste pas possible. Et ce que j'ai tendance à dire, c'est si, allez-y. Si vous avez vraiment un rêve, il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime bien, c'est faites ta vie un rêve, d'un rêve une réalité. Et c'est vrai, il y a des choses, on pense que c'est pas possible. Et moi, je dis si, il n'y a pas de limite. C'est trouver quelque chose qui vous plaît vraiment. Et après, de travailler avec le corps médical, avec les personnes qui entourent, pour voir comment je vais faire des petites étapes pour arriver jusque-là. Des Et petites chacune de étapes. ces étapes, c'est une victoire. On la célèbre, c'est génial. J'ai réussi aujourd'hui à aller acheter ma baguette. J'ai réussi aujourd'hui à faire de l'activité physique. J'ai réussi à sortir pour voir des amis. Et ça, c'est génial. Et il faut savourer. C'est vraiment prendre plaisir dans ce qu'on fait et avec un bel objectif lointain. Des petites étapes et peut-être des aménagements aussi, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'émission. Oui, je pense que... oui, allez-y. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Peut-être que c'est le moment de se faire aider. Parce que justement, dans la relation de l'aidant et de l'aidé là, une tierce personne pourrait peut-être aider la maman de cette personne à trouver en fait ce qu'elle a au plus profond d'elle, ce qu'elle aimerait. Ça peut être un psychologue, par exemple. Par exemple, un psychologue ou peut-être quelqu'un d'une association aussi qui pourrait venir et voir auprès de sa maman quels pourraient être ses rêves, par exemple, des rêves enfouis et qu'elle a mis de côté parce que du coup la maladie l'a rattrapée et qu'elle s'est dit, de toute façon, c'est foutu, je ne peux plus rien faire. Vous voyez? Je pense qu'un tiers... Pour vous, c'est important. C'est envie d'avoir envie. C'est ça. Envie d'avoir envie. C'est vrai, Exactement. c'est ça. Avoir envie. Je vais t'emmener faire une course quelque part. T'as pas envie, mais on va y aller quand même. Oui. Et hop, on y va. Et le plaisir arrive et le bonheur arrive. Bon, moi, il y a 15 jours, même pas une semaine, j'ai fait je suis allée au Foire de Paris en fauteuil roulant avec toute ma famille, mais c'était génial. La Foire de Paris, voir tous les stands en fauteuil roulant, assise dans mon fauteuil et participer à tout ce qui peut se passer dans ce monde de la Foire de Paris. Avec sa famille. Avec ma famille. C'était formidable. Ben voilà, l'envie était là et ma famille était là et c'était le bonheur. Mais je comprends que la maman, elle réagisse de cette façon parce que nous qui sommes des mamans, on a toujours cette image de maman en disant je suis la super maman, je vais toujours y arriver. Non mais c'est ça. Donc il faut aussi se dire que nous ne sommes pas toujours des super humains. Arrêtons de se dire on est des super humains. On est comme tout le monde. On fait de son mieux déjà et c'est... Voilà, c'est ça que je veux aussi dire à cette maman. Faire ce qu'on peut. Voilà, et à cette aidante, lui dit non, t'es pas une super maman, mais ce que tu fais, c'est extraordinaire. Tu me donnes de l'amour tel que tu es. Et surtout, lui dire. C'est vrai. Surtout. Mais même sans être malade, stop les Absolument. superwoman. Hein. Oui, non, mais C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va les passer super notre papas, question. qu'est-ce qu'ils en pensent, les super papas? Voilà, c'était Complètement en phase. un autre sujet. C'est la magie qui s'opère à chaque fois sur ce plateau avec ces intervenants. C'est que chaque sujet bourgeonne et donne d'autres sujets. Quand est-ce qu'on commence la kiné? Le plus tôt possible. Ne pas attendre, s'il vous plaît,
que la personne ne marche plus ou soit dans un fauteuil pour l'envoyer chez le kiné. Alors ça, je le dis, c'est les médecins qui doivent prescrire et y penser tôt. Et moi, j'ai la chance de travailler dans une clinique de sclérose en plaques, donc avec les neurologues, vraiment en collaboration. Très très bonne collaboration. Dès le diagnostic, j'ai les patients. D'accord. Et donc, il y a un besoin, il n'y a pas besoin. Tout de suite, je leur dis, n'arrêtez pas le sport, parce qu'il faut quand même savoir, dans une étude qu'on avait fait chez nous à Lille, que 40% des patients qui étaient sportifs avant, à l'annonce du diagnostic, arrêtent. Arrête le sport. C'est idiot, il n'y a aucune raison. Et donc, si on ne leur dit pas, vous pouvez continuer le sport, vous pouvez faire des bébés, parce que c'est vieux, il y a 30 ans, mais ça arrive encore. Mais il faut leur dire. Respectez la fatigabilité et ne faites Ouais. pas. Aujourd'hui, on dit faites. Ça fait, Mais depuis 2000, on dit c'était ça. pas traité de la Et même façon. Pas non du tout plus. traité de la même Oui, façon. C'est sauf pas le même regard. que l'activité physique, c'est le premier traitement de la CEP. Et M. Charcot, on est à Paris, Oui. c'est lui qui a montré qu'effectivement, on voit qu'il a décrit la sclérose en plaques et qui, dans ses premiers traitements, c'était la gymnastique médicale. C'est 1871. Donc ça n'est pas vieux. Donc c'est parti sur des mauvaises bases et effectivement, la kinésithérapie, bien ciblée sur des choses bien particulières, c'est important de le faire dès le départ et c'est pas forcément au long cours tout le temps, toute la vie. Voilà, c'est des périodes et ça permet souvent de reprendre une activité physique ou de reprendre un sport. D'accord. Donc on fait 5-6 semaines, hop, on se remet en route, on se remet en phase et on montre qu'on peut aller faire des activités D'accord, physiques. j'ai encore 2 petites questions. Si l'équipe technique veut nous faire passer encore des questions que vous êtes en train de nous poser, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Comment est-ce que je peux trouver des professionnels adaptés dans ma région? Alors je pense que là, la place des réseaux CEP, il y a, je pense, 14 réseaux en France. Sur le site Lumière, sur la CEP, je sais qu'on Voilà, on les il y a retrouve les sites. déjà. Donc, je pense qu'il faut se rapprocher des réseaux parce que eux ont pour mission, entre autres, de former les professionnels de santé. Le réseau du Nord, effectivement, Aux nous, spécificités on forme de la à la CEP. sclérose en plaques les kinés, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les podologues, enfin tous ceux qui vont travailler autour de la rééducation. Et donc, sans pour autant vous donner des noms, parce qu'on n'a pas le droit. Après, voilà. On est en direct, je peux pas tout dire. Mais la loi nous interdit, nous médecins, de dire vous allez voir Tartampion parce que c'est lui qui est trop fort dans la CEP. On n'a pas le droit. Mais dans les réseaux, par contre, dans les ce réseaux, lien. on a, par exemple, je vais dire à Lille, on a une liste de kinés formés qui sont venus au réseau et on peut vous donner la liste et dans ce lot. Voilà, vous allez trouver. Après, les patients, ils se débrouillent très très bien. Ils se donnent les bonnes adresses. Le problème, c'est qu'ils sont débordés. Alors, on va Et peut-être que, passer. voilà. Alors, il ne reste plus que quelques minutes d'émission. Jérôme voulait dire quelque chose. J'ai Oui, je reçu pense de nouvelles que donc il y questions. a les réseaux, c'est très important. Il y a le tissu associatif Ouais. qui est important, et puis surtout entre nous, Entre vous, on a vite fait de se partager Ah ouais. les bonnes Ah, adresses. ça, il y a on pas de tous problème. adapté, et je pense que c'est ça qui est important. Voilà, ça, il c'est faut en important. parler, il faut demander en fin de compte. Après, c'est vrai qu'il y a certaines régions aussi où peut-être que le C'est tissu plus est difficile. un petit peu plus dense et d'autres où il est un petit peu distendu. Y a-t-il un lien entre la dépression et la CEP? Ah oui, il est énorme. Bah oui, puisque déjà la dépression, en fait, c'est aussi le fait qu'on peut plus faire ce qu'on veut. Donc alors là, on va dans un trou noir parce que c'est pas facile. En plus, moi, je sais qu'au départ, j'ai eu des problèmes de sommeil importants. Et ça, Donc vous ne n'en dormiez parle pas. plus ou... Par les douleurs, d'une part. Et puis, c'est aussi le mental qui joue beaucoup. Donc, on rumine, on se dit, mais ça y est, oh là là, comment je vais faire? Je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Chacun est différent dans sa pathologie. Mais j'avoue que moi, quand j'étais dans le noir, je me suis dit, qu'est-ce que je vais devenir? Et comment on fait alors? Je sais que j'ai eu beaucoup d'aide avec ma famille, beaucoup d'aide avec Donc mon on revient médecin. encore aux Et aidants. beaucoup d'aidants. Et c'est vrai que aussi les psychologues font vraiment leur travail. Il faut le savoir que c'est important. Et même si on a besoin encore d'y aller, il ne faut pas hésiter. Ils sont là pour nous avant tout. Et ça, c'est vraiment important. Et croire en soi avant tout. Croire en soi. C'est pour ça qu'il est important aussi que les aidants, dans le cadre du parcours de santé du proche fragilisé, soient vraiment accompagnés par les professionnels de santé et reçoivent en fait des préconisations pour accompagner leurs proches dans ces moments difficiles qu'ils peuvent traverser.
D'accord. Donc on est censé finalement inclure un petit peu les dents dans le parcours Complètement. aussi de Nous, on soins, en travaille quelque sorte. beaucoup sur ce sujet avec les professionnels de santé, avec notre caravane qui se déplace comme ça dans l'enceinte des hôpitaux. La et on caravane va- de la compagnie des aidants. Voilà, Ok. exactement. Et du coup, quand on est dans l'hôpital, on réunit les professionnels de santé et on leur donne des préconisations justement pour vraiment prendre en compte cet accompagnant, cet aidant qui est au cœur Et de la docteur, ça, problématique. vraiment, ça fait partie de la pathologie C'est ou un pas symptôme de la sclérose en plaques. La dépression. La dépression, c'est comme les troubles de la marche, il y a la dépression, les troubles urinaires, ça fait partie. D'accord. Alors, ça peut être réactionnel, c'est Oui, ce que mais vous venez de dire, c'est- mais ça peut être endogène, c'est-à-dire ça fait partie de la maladie. D'accord. Mais ça se traite. Mais ça se traite aussi, bien comme. sûr. Oui, ça se Et traite il ne par faut des pas avoir médicaments. peur des antidépresseurs. Hein. Oui. Oui, mais les Ah, c'était un antidépresseurs autre aussi sujet. ont un... Ça peut aider. Je vois pas pourquoi c'est un quand on sujet. a mal à la tête, on prend un Doliprane et pourquoi quand on est déprimé, on va pas chez le psy et on prend pas son antidépresseur. C'est très français. Oui, mais les antidépresseurs, ça nous permet aussi De passer un cap. de passer un Le cap. chocolat. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le chocolat, c'est génial. Oui, mais bon. L'amour. Ça marche pas toujours. L'activité, rencontrer du monde. Exactement. Ça dépend à quel stade. Attendez, on parle pas de tout ça en même temps. Oui, c'est là, assez c'est l'euphorie. le chocolat, s'entourer et regarder le soleil en face. Se dire que voilà, c'est Quand beau, on est à c'est en Lille, face de c'est nous. Ouais, bah, pas trop longtemps, regardez le Oui, soleil. non, mais c'est ça la dépression. C'est la dépression, on Oui. sombre en général. On se Ouais, referme mais- sur soi-même, c'est le repli sur Mais- soi. S'ouvrir. Il faut s'ouvrir, il faut voir l'avenir. Voilà. Il faut Il y a une combattre petite ça. question. Donc vous nous avez posé une autre question. On l'a un petit peu abordé déjà dans cette émission. Il y a quelqu'un qui nous demande comment pourrait-on redéfinir le mot aidant. Alors, c'est une personne qui accompagne un proche qui ne peut plus effectuer en fait les gestes du quotidien ou continuer à vivre sa vie comme il la vivait. Donc ça veut dire que ça peut être l'aider à faire sa toilette, faire le ménage, préparer ses repas, mais tout ce qui est la gestion administrative, juridique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va aider l'autre à faire ce qu'il avait l'habitude de faire tout seul. D'accord. Oui, mais il n'y a pas que cela, moi, je Ah. pense aussi. Non, mais Il y a aussi le fait Oui, c'est une définition. Non, mais là, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai Petite qu'il y a- il y a- il y a définition, Corinne, aussi... Oui, c'est vrai. Il y a aussi le fait quand même que on a besoin aussi d'être aimé et aussi se sentir encore plus aimé dans ces moments-là. C'est ça Oui, que je oui, voulais bien dire. Non, mais C'est vrai. c'est sûr. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, Une mais autre petite question, peut-être un peu plus technique. Après 20 minutes de kiné, je ne peux plus rien faire. Ça, c'est la gestion de la fatigue, là. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène du TOF. Je vais rentrer dans les détails, mais c'est un espèce de court-circuit qui survient lorsqu'il fait trop chaud. Donc sur ce plateau, par exemple, c'est un peu compliqué. Donc le fait de faire de l'exercice physique augmente la température corporelle et bloque un peu la conduction. Donc ce qui se passe, c'est que il faut raccourcir la séance. C'est-à-dire qu'il faut faire 15 minutes, s'arrêter 2 minutes et reprendre 15. Donc Et ça, c'est des petits moyens très c'est au simples, kiné même au peut-être quotidien. de savoir, Le patient sait très bien, parce que là c'est bien noté 20 minutes. En général, chaque personne sait à partir de quand ça va devenir difficile. Donc ne pas aller jusqu'à ce moment difficile. Faire un break ou faire travailler plutôt le kiné que le patient. À ce moment-là, le kiné peut aussi se fatiguer, faire des étirements, faire des choses comme ça. Ça repose le patient et après le patient peut repartir sur des activités un peu plus Mettre les difficiles. mains dans l'eau glacée. Après, voilà, ou boire, idéalement, des petites c'est techniques. un verre de glace pilée. Voilà, Vous prenez un verre de exactement. glace pilée, vous mangez, vous allez baisser d'1 degré la Exactement. température corporelle. manger un verre de glace. Oui, sans alcool, Oui, sans Dorito. oui, Juste la glace. d'accord. Ça aussi, on Juste y la a un glace. petit peu répondu pendant l'émission. Vous nous avez posé la question.